Bonsoir tout le monde, merci d'être là si nombreuses et si nombreux. Nous sommes ravis d'accueillir enfin Thibaut. Merci à toi d'être là ce soir. Donc Thibaut, tu as tourné autour de l'écriture pendant pas mal de temps. Après des études littéraires où tu as étudié l'écriture des autres, après du journalisme, une forme d'écriture. Tu as été éditeur où tu t'es mis au service de l'écriture d'un grand nombre d'auteurs et d'autrices pendant pas mal d'années. Et avec un bonheur, tu te mets à l'écriture en 2020, en tout cas d'un point de vue éditorial, avec ce texte. Il est juste que l'effort soit frappé. Attends, j'enlève le bandeau parce que la couve est plus belle en fait. Les bandeaux, c'est bien commercialement, mais c'est moche. Pour ceux qui aiment les poches, il est sorti en livre de poche, chez J'ai lu. En 2021, Les enfants véritables, toujours aux éditions de l'Observatoire, qui va paraître en poche. Nous l'avons en avant-première ce soir. Il sort le 9 avril, mais il est à la vente ce soir. Et seulement ce soir. Il faudra attendre le 9 avril. Oui, on peut le vendre en avant-première. Voilà. En ce printemps 2023, un nombre assez inhabituel d'ouvrages pour un seul auteur, puisque le 1er mars est sorti Le Grand Saut, donc son 3e roman à destination des adultes, toujours aux éditions de l'Observatoire. Si je me trompe sur le 16 mars, chez Gallimard Jeunesse, le premier tome d'une série qu'on espère longue, d'un excellent roman pour les jeunes lecteurs, Suzanne Griotte et le Parc aux Limaces. Le 22 mars, c'est-à-dire hier, Tu cours trop vite. Excellent roman pour lecteurs un peu plus grands, 10, 12, on en reparlera à partir de 10 ans, je pense. Ah, j'aurais dit à partir de 11, 12, 11, 12, ouais. chez Bayard. Et paraîtra aussi la semaine prochaine, nous l'avons aussi en avant-première, un album à destination des plus jeunes, Carmen et Oscar. On en dira un mot tout à l'heure, mais ce soir, il sera surtout question de ce roman, Le Grand Saut. Thibaut, c'est ton 3e roman pour adultes. C'est un roman qui, pour moi, en contient beaucoup. On va essayer de développer ça ce soir. Mais j'aimerais que tu nous parles de Léonard, pour commencer, qui est un des 2 protagonistes de ce roman, qui sera surtout resserré sur Léonard et Zoé. Oui. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter Léonard, qui inaugure ce roman, qu'on découvre dans un chalet Col du Bonhomme. Comment le découvre-t-on et qu'est-ce qui t'a intéressé chez cet homme? Oui, alors, donc Léonard, c'est un vieil homme qui meurt. Donc en fait, c'est ça le point de départ du livre. C'est rigolo parce que en fait, j'ai trouvé la première phrase de ce livre pendant une rencontre en librairie autour de « Il est juste que l'effort soit frappé ». On discutait avec les lecteurs, c'était très, très vivant et tout, et il me disait « Vous avez vraiment un truc pour parler de la mort, quoi », parce qu'en fait, le premier roman que j'ai publié fait parler une personne depuis les limbes. La narratrice est morte en fait et elle raconte son histoire depuis les limbes. Puis on parle de ça et tout. Et puis je leur dis à un moment en matière de boutage, je dis ouais mais je vais pas faire que ça, je peux parler que de la mort quoi. Et à ce moment-là j'ai une phrase qui fuse dans ma tête. Dans une grimace, il s'appelait pas Léonard à ce moment-là dans ma tête, il s'appelait Antonio parce que je voulais le faire italien mais après j'ai changé. Dans une grimace, Antonio porta la main à sa poitrine et je savais pas la suite mais je savais qu'il allait mourir quoi. Ouais. Et je trouvais ça très bien. Je me suis dit, commencer par un type qui meurt d'un cardiaque, c'est vraiment rigolo. Quoi. Ce qui est rigolo, c'est qu'il meurt en usant d'une ventouse pour déboucher un évier. Ouais. Alors ça, en revanche, c'est les hasards de l'écriture. Parce que donc j'ai commencé à élaborer ce truc-là, et après, assez rapidement, je me suis dit, voilà, je vais mettre un type qui est à la fin de la vie, quoi. Et non seulement il est à la fin de la vie, mais il est vraiment passé à côté. On racontera un peu après, mais
il a foiré, quoi. Il est passé à côté de sa vie. Et il a gâché plein de choses. Et donc ça, je le savais. Et je savais qu'à l'autre bout du roman, je mettrais une petite fille, parce que elle est porteuse de promesses et elle peut tout réussir, quoi. C'était un peu ça l'idée. Et après vient le moment où tu commences à écrire la scène, quoi. Et moi, autant j'aime bien tout quadriller, autant sur ce genre de choses, je me laisse un peu surprendre. Donc du coup, tac, 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 il porte la main à sa poitrine. J'ai ajouté 2 fumeurs de cigarillos. Je me suis dit, comme ça, je le mettrai plus tard avec des cigarillos, c'est rigolo. Il rip sur le plan de travail, et là, je pense à l'évier, et d'un coup, je le vois en train de... Et de mourir. Et je me suis dit, ça marche super bien, parce que c'est une espèce de dernier effort. Avec la pompe, en plus, ça évoque le cœur et tout. Et en même temps, c'est très sordide. Je ne peux pas faire plus glauque, quoi. Et hop, voilà. Et donc, et tout ça à cause d'un évier à la con. Enfin, voilà. Et c'est vraiment comme ça que ça se construit, je trouve, l'écriture. C'est pour moi, en tout cas, c'est par association d'idées, comme ça, des petites images qui sortent. Et puis, d'un coup, 50 pages plus loin, ça va trouver une résonance. Et là, quand ça arrive, c'est trop bien. Et donc, ce personnage, Léonard, au moment où il meurt, puisque c'est le premier chapitre, on apprend ça, il est, depuis 25 ans, reclus, seul, aigri, dans ce chalet. Et au moment où il meurt, je dis, et il mourut. Et l'aventure pouvait enfin commencer. Parce que c'est tout l'objet de ce roman, c'est que ce personnage c'est difficile de faire un personnage plus antipathique que Léonard. Tu l'as vraiment chargé, je trouve. Et malgré tout, tu lui offres une seconde chance. Tu peux nous expliquer alors en fait, c'est parti de pas mal de choses, ça, en fait. La première, c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un de très positif. Je suis très, très optimiste dans ma vie de tous les jours, quoi. Et il est juste que les forces soient frappées. Le premier roman, ça parle d'un truc quand même très, très lourd, mais l'idée, c'était, malgré moi, c'est toujours de mettre de la légèreté et de la vie là-dedans. Et les gens qui peuplent ce roman sont quand même tous des gens bien. Et puis après, j'ai fait Les Enfants Véritables, qui est une suite de Il est juste que les forces soient frappées, et qui est un roman en plus de renaissance, quoi, parce que c'est des gens qui reviennent à la vie et qui se sauvent tous les uns les autres. Parce que j'adore ce geste. J'adore le moment où tu es en train de tomber et puis quelqu'un te soutient. C'est beau, quoi. Et puis à un moment, je me suis dit, et on m'a dit, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi la réception des lecteurs, un journaliste, qui m'a dit... non, j'aime beaucoup les journalistes. Hein. Il y en a quelques-uns dans la salle. Donc, un journaliste au magazine littéraire qui m'a dit, on n'a pas chroniqué ton livre, on l'a beaucoup aimé, mais c'est un peu trop gentil. Tu crois un peu trop que l'amour peut sauver de tout, quoi. Et moi, je l'ai un peu pris dans les dents, quand même. Alors, je pense pas qu'il ait raison, Parce que je veux dire, j'assume complètement, d'ailleurs, je pense que l'amour peut vraiment sauver de tout, quoi. Mais ça m'a un peu fait serrer les poings. Je me suis dit, mais en fait, ce serait quand même pas mal de travailler sur un personnage un peu dur, quoi, un peu méchant. Et donc, je l'ai beaucoup chargé. Et dans les premières versions, c'était même pire, en fait. Il était ordurier, par exemple, dans sa façon de parler. Ce que j'ai après changé. Mais je voulais quand même qu'il ait vraiment des zones d'ombre. Et évidemment, quand tu fais ça, tu penses vraiment que tu vas parler de quelqu'un de très différent de toi, et en fait, tu mets énormément de choses de toi. Des choses de toi que tu n'aimes pas, ou qui te font peur, ce que tu veux surtout pas devenir, etc. Et donc ce Léonard à qui il est offert une seconde chance va revivre. On n'est pas dans le souvenir, on est dans on n'est pas dans l'introspection, on n'est pas dans le souvenir, on est dans la rétrospection. En tout cas, il se retrouve à revisiter, en tant que spectateur, des diaporamas de sa vie. Tu utilises beaucoup. C'est une épreuve pour lui. Hein. Oui. C'est un chemin de croix presque. Ouais, d'ailleurs, l'expression revient plusieurs fois. Oui, en fait, je voulais pas que ce soit introspectif du tout. Je voulais que ce soit. Moi, je veux vraiment. J'ai pas beaucoup de goût, c'est très personnel, hein, pour le roman d'introspection. En fait, moi, j'aime bien le roman d'aventure. Je suis un gros lecteur de Alexandre Dumas et de Stephen King, donc on est vraiment loin de ce genre de choses. Donc, ce que je voulais, c'était que les passages qu'ils revivent, on les vive, nous, spectateurs, comme un spectacle, comme un film, quoi. Donc, que ce soit de belles scènes. Et on a toutes et tous vécu, où on va vivre des choses qui feraient de belles scènes au cinéma, quoi. Donc, la naissance la première chose qu'il revit, c'est la naissance de son fils.
bah ça forcément, voilà, c'est spectaculaire au sens où je l'entends, quoi. Ça donne des choses à voir, quoi. Et donc ce que je voulais, c'était que mon Léonard revive tout ça en étant à côté de lui-même, en fait. Oui. Ce qui vient sûrement d'un souvenir du film Ghost, je pense. C'est pas très glorieux comme référence, mais ça m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais gamin, en fait, ce truc. C'est laquelle Bonjour. Ça va Oui. C'est ma prof de chant. Bienvenue. T'as reconnu, hein. Et non, j'ai parlé de Ghost parce que quand j'étais petit, pour moi, j'avais vu Ghost à 7 ou 8 ans, et c'est un film très niaiseux, quoi, par plein d'aspects, mais il y avait cette idée selon laquelle on est plus dans le monde, mais on peut y être encore un petit peu, quoi. Et, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, Patrick Swayze essaye d'attraper une canette de coca à un moment, et il se concentre comme ça, et je trouvais ça, enfin, pour moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'étais petit, quoi. Et donc je pense qu'il y a un peu de ça dans cette idée de faire vivre à mon avatar, quoi, sa propre vie en passager, quoi. Il peut rien faire, il peut pas influer sur ce qu'il a vécu, il peut juste le recontempler. C'est ça. Et puis en plus, c'était assez au point de vue littéraire, au point de vue un peu méta, quoi. Pour faire une mise en abîme, c'était assez juteux parce que tu racontes la scène, mais en même temps, il la revit, lui. Donc il y a tout ça. C'est à la fois quelque chose qu'il découvre. Quand il trouve son gamin, je te le pique parce que j'ai une phrase que je voulais. Quand il revit la scène où son enfant, voilà, son enfant naît, pardon, jour de joie. Et tandis que le Léonard vivant se penche, cœur battant, pour poser ses lèvres sur le front de son petit garçon, le Léonard mort se prépare avec délice à retrouver sur les siennes la saveur d'un baiser qu'il n'a jamais oublié. Et tu vois, j'aime bien cette phrase. J'allais en parler. Non mais celle-là, j'aime bien. Ouais. Non mais j'allais en parler parce que il peut ressentir. Oui, voilà. Voilà. C'est pas juste, il n'est pas seulement presque que spectateur, mais pas que, on y reviendra plus tard. Ce motif de la seconde chance, est-ce que plus le fait que donc on parlera de la construction un peu plus après, mais il y a deux parties. La première partie s'appelle « Apprends à mourir ». La deuxième partie s'appelle « Souviens-toi que tu as vécu ». Ça amène à... Enfin, comment tu te places par rapport ce qu'on pourrait dire un conte philosophique? Ouais, alors je déteste les contes philosophiques, en fait. C'est mieux d'être clair. Non, ça que c'est un format que j'aime pas. Ouais. Par exemple, quand j'étais ado, qu'on nous a étudié les contes de Candide, de contes de Voltaire, Zadig, Candide et tout, j'aimais pas du tout ça. Ouais. Parce que je lisais ces histoires qui étaient quand même racontées pour nous faire passer un peu des idées, quoi. Même d'ailleurs, en l'occurrence, Candide et Zadig, Voltaire, il les a écrits un peu comme ça, par jeu, quoi. C'est des jeux d'écriture, quoi. Enfin, il y a peut-être des super gros fans de Voltaire dans la salle, mais... Et moi, c'est vrai que ce format-là, ça m'a vraiment jamais plu, quoi. Ouais. Donc le conte philosophique, non. En revanche, comment dire, c'est vrai que c'est un roman dans lequel j'ai voulu un peu mettre des choses que je pense de l'existence, quoi. Bon, tu vois, où, par exemple, apprends à mourir, donc c'est un précepte socratique, en fait. Apprends à mourir, c'est ce que Platon apprend à faire à ses disciples, quoi. Et moi, quand j'ai fait des études de philo, voilà, c'est resté un petit peu ancré en moi, cette idée selon laquelle, en fait, voilà, chaque jour que l'on passe de plus sur Terre est une manière de nous apprendre plus tard à mourir. Donc, ce petit truc que j'ai compris quand j'avais 20 ans, ou 19 ans, ou 20 ans en études de philo, j'ai voulu le remettre ici, quoi. Ouais. Voilà. Et tu inverses le memento mori. Ah, t'as vu? C'est ça. Tu inverses le memento mori qui est souviens-toi que tu es en train de mourir, que tu vas mourir. Tout à fait. En faisant souviens-toi que tu as vécu. Ouais. Et ça, c'est une inversion qui est... Plaisir que tu l'aies vu, ça. Non, parce qu'en fait, au départ, c'était le titre du bouquin. En fait, c'était le titre que j'avais prévu, souviens-toi que tu as vécu. Parce que moi, je l'aimais beaucoup, et mon éditrice m'a dit, ouais, mais le problème, c'est que si on se concentre dessus, ça a du sens, et c'est rigolo, un memento mori inversé et tout. Mais on peut aussi croire que c'est souviens-toi que tu as vécu, un peu comme découvre tu sais, ta deuxième vie, comment vous voyez ce genre de titre, il y a plein de trucs comme ça en librairie et tout, et ça peut faire un peu cucu, quoi. Donc, alors que c'était un titre un peu costaud, quoi, j'avais un peu réfléchi. Ouais. Non, ça aurait été encore trop court pour être un feel good. Oui, mais justement, c'est ce qu'elle a dit, c'est un peu trop feel good. Voilà. Souviens-toi que tu as vécu. Mais donc, effectivement,
c'est construit en miroir en fait. Hein, apprends à mourir, c'est une projection paradoxale. Plus tu vis, plus tu t'approches de la mort. Et souviens-toi que tu as vécu, en fait, quand tu réfléchis, ça n'a pas trop de sens. Parce que, enfin, ça n'a du sens que pour une personne qui est morte. C'est ça. Parce que sinon, c'est pas possible. Souviens-toi que tu as vécu. Donc, il y a tellement de paradoxes que c'est excitant, quoi. Ouais. Voilà. C'est comme ça que j'ai construit ces deux trucs-là, en fait. Ok. Juste pour la forme, qui parle quand ces injonctions apprends à mourir Ouais. et souviens-toi que tu as vécu, qui s'adresse et à qui? Ouais, bah, je sais pas. Tu sais pas. Non. Alors, au départ, d'ailleurs, encore une fois, c'était des infinitifs. C'était apprendre à mourir. Et là, je savais que ce souvenir qu'on avait, tu vois, ça marche pas, c'est pas beau. Ouais. Et en fait, donc j'ai laissé un peu reposer. Et par la suite, j'ai mis en place des petits dialogues intérieurs. Léonard se parle à lui-même quand même beaucoup. Oui. Et il s'admoneste, quoi. Il se dit, allez, vas-y, fais-le. Il Ouais. s'engueule. Enfin, il se parle à lui-même, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai construit comme ça, comme un impératif. Et puis, les impératifs, c'est pareil. Si on revient aux adages philosophiques, ça marche bien, tu vois. Connais-toi toi-même, t'as pas tellement le choix, quoi. C'est ça. Fais-le. Donc voilà, Léonard. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Zoé, donc Oui. 10 ans, Oui. qu'on découvre dans un premier chapitre, dont on parlera peut-être après, mais qui fait face à une épreuve, elle aussi, d'une toute autre sorte, qui est la catatonie de sa mère, Oui. qui rentre, et elle n'a plus d'expression, Oui. et elle ne parle plus. Est-ce que tu peux nous parler de ce deuxième personnage? Oui. Alors voilà, ouais. En fait, dans la genèse du roman, donc, je savais qu'il y aurait un vieux monsieur et une petite fille. Ça, je le savais. Et je savais que le vieux monsieur serait mort et que la petite fille aurait un problème. Une épreuve à affronter, en fait. Hein, il y en a un qui se souvient qu'il a vécu, l'autre qui apprend justement à mourir. Enfin, voilà. C'était un peu ça, quoi. Les deux mouvements inversés. Mais je savais pas trop quoi, en fait, au départ. Et en fait, la scène inaugurale dont tu voulais qu'on parle plus tard, en fait, il faut que j'en parle maintenant parce que tu peux en parler, ouais, bien sûr. parce qu'en fait, c'est ce qui m'a, alors vraiment là, ce qui m'a inspiré cette scène, pour le coup, c'est une scène familiale, quoi. C'est juste que ma fille, qui est présente dans cette salle, un jour s'est retrouvée en haut d'un plongeoir à la piscine. Et comme c'était un très haut plongeoir, il y a eu très très vite beaucoup de gens qui ont commencé à l'entourer, et puis elle allait sauter ou pas, et moi j'étais comme ça, je me disais, faut qu'elle saute, c'est horrible, quoi. C'est un moment d'attente terrifiant. Puis elle a fini par sauter, au moment où elle a sauté, il y a une grande libération. Donc pour elle, pour moi surtout, et pour tous les gens autour de la piscine qui ont fait, waouh, super. Et en fait, donc ça m'a fait écrire cette première scène, sans trop savoir où j'allais, de cette petite fille qui est montée, tout en haut, et qui est obligée de plonger, elle n'a plus le choix. Elle ne peut plus redescendre par l'escalier, parce que ce serait trop la honte et tout. Elle va être obligée de plonger. Et ce geste-là, je me suis dit, tiens, c'est assez fort, quoi, en fait. C'est le fait de défier le regard des autres, soi-même, faire un grand saut, en fait, ça ricoche bien avec Léonard. Tac, j'ai refermé la parenthèse, ça éclabousse et tout. Ouais. Et ensuite, je me suis retrouvé à écrire ce deuxième chapitre. En fait, les premiers chapitres, je les ai écrits sans trop échafauder de plan. Le plan, il est venu après, en fait. Il y a un moment, je l'ai posé au chapitre 4. Là, je l'ai posé, tu vois. Mais avant ça, je me suis un peu laissé des moments de flottement délibéré, quoi. Et donc voilà, je retrouve ma Zoé 2 mois après l'épisode du plongeoir, et je commence à écrire, c'est comme l'évier, hein, c'est comme le truc de l'évier, c'est la même chose en fait. Je la pose, seule avec son père, je sais pas encore pourquoi en fait. Ils sont très malheureux tous les deux, mais je sais pas encore pourquoi. La mère est pas là, et donc à ce moment-là de l'écriture, elle pouvait être partie avec quelqu'un d'autre, être morte, enfin il pouvait être... Voilà. Et en fait, brusquement, moi je fonctionne beaucoup comme ça, en fait, je fonctionne par image, quoi. J'ai eu cette image d'elle, justement de la mère sans visage en fait, la mère privée d'expression. Et donc j'ai élaboré toute cette idée du jour maudit où la mère qui était partie pour un voyage, on ne sait pas très bien pourquoi, est revenue à l'appartement catatonique, incapable de parler et tout. Il se trouve qu'en plus je voyais une psy à ce moment-là et je lui ai demandé si c'était possible, si on pouvait... Elle m'a dit si c'est parfaitement possible, je lui ai montré et tout. Ça marche. Tant mieux, quoi. Pas écrire trop de bêtises, quoi. Et donc voilà. Et à partir de là, une fois que je suis arrivé là, en fait, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut que tu commences à faire un plan parce que il y a plein de fils jetés un peu dans tous les sens et il faut recoudre, quoi. C'est ça. Et voilà, ça a donné la structure. Et donc, on va parler de la structure, mais juste avant... Juste avant, je voulais juste passer un peu plus de temps sur cette Zoé, parce que
Elle est assez... bon, ce n'est que ton troisième roman, mais je la trouve assez archétypale des enfants qui traversent tes romans. C'est-à-dire que c'est une enfant qui fait preuve dans ce qui lui arrive, qui est terrible. C'est-à-dire que 3 jours après que sa mère est tombée en catatonie, sa mère est internée et elle se retrouve avec son père dans l'incertitude, dans l'angoisse. Et elle fait preuve pendant tout le roman, je trouve, d'un courage et d'une noblesse qu'on retrouve dans pas mal de personnages d'enfants. Et c'est une vision de l'enfance en même temps de noblesse, mais qui n'est pas une chape de plomb de sérieux qui tombe, qui n'est pas exempte de jeu, de la naïveté. C'est pas la perte de l'innocence pour autant. Non, c'est même parce qu'elle est très fantaisiste et imaginative qu'elle a les moyens peut-être de venir en aide à sa mère. Enfin, en fait, cette vision de l'enfance, elle vient de 2 choses. Elle vient de mon expérience du réel et de ma rencontre avec l'imaginaire. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant des années 80, donc j'ai vraiment grandi avec le cinéma de Spielberg et tout ce... J'ai les visages des gens de 30-40 ans, ça mais c'est sûr que il y a dans les Goonies ou tous les films de cette époque-là, le héros de Terminator 2, tu vois, il y a cette vision des gamins qui prennent le taureau par les cornes, ils vivent des choses super dures, mais en fait ils sont toujours en train de rebondir. Et il y a une beauté de l'enfance qui était racontée vraiment dans cette période-là, et moi j'ai grandi avec ça, à balle, à fond. À balle, années 80. Et puis mon expérience du réel, parce que moi j'ai vu aussi mes enfants affronter des choses dures, et j'ai vu la force avec laquelle ils l'ont fait, là aussi la noblesse dont tu parles, avec laquelle je pense les enfants par extension, les enfants affrontent les choses, quoi. Et ça va être compliqué c'est compliqué d'en parler sans trop en dire, parce que oui, le lien, c'est un lien, il y a un vrai lien. C'est un roman aussi à clé, donc on va essayer de rester vraiment à la limite, mais cette Zoé, c'est justement son univers, son imaginaire, qui va lui permettre de traverser ce roman et Bon, on en parlera après. D'accord. Ou pas, parce que je n'ai pas envie d'aller trop loin. D'accord. Très bien. Voilà. À quel moment tu as construit ton roman dans cette alternance de chapitres, puisque ce Léonard et cette Zoé sont dans des réalités parallèles qui, en tout cas au début du roman, ne sont pas du tout poreuses. Et donc c'est une alternance de chapitres quasiment stricte. Pas tout à fait, parce qu'il y a plus de chapitres de Léonard que Zoé en fait. Voilà, parce qu'il y a ce miroir des fêtes victoire. Il faut que je montre ce que bien sûr. Non, parce que ça, c'est les trucs dont je suis un peu fier. En fait, c'est assez paradoxal, parce que moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est une forme de liberté et puis d'exubérance, quoi, même. Les auteurs que j'aime, d'ailleurs... Les auteurs que j'aime, moi, c'est des auteurs plutôt jaillissants, en fait. Enfin, je sais pas, je repense aux auteurs que j'ai découverts quand j'avais 20 ans comme ça, c'était Céline, j'adorais, Albert Cohen. Donc des langues quand même même chargées, en fait. Donc ça, c'est ce qui me plaît. Et j'aime bien me lâcher de temps en temps là-dessus, mais j'ai toujours besoin, à un moment ou à un autre, de bien quadriller mon truc, quoi. Et donc ces structures-là, elles sont assez folles, en fait. Vous voyez, ça fait ça, en fait. Il y a 6 chapitres par partie. Donc jour de ténèbres, jour de joie, jour d'échec, jour de succès, jour de tristesse et jour de lumière. Et en fait, jour de ténèbres répond à jour de lumière, jour de joie répond à jour de tristesse, et jour d'échec répond à jour de succès. Donc ça fait un truc en tenaille comme ça. Et entre les deux, il y a les Zoé. Zoé en bleu, Zoé en noir, Zoé en blanc, Zoé en rouge. Et dans l'autre chapitre, tout est inversé. Zoé en rouge, en blanc, en noir, en bleu. Bon, comme ça a l'air un peu laborieux en fait. Mais ça, c'est pas du tout l'effet que je voulais produire. Mais en fait, comment dire, quand j'ai écrit ce bouquin, à un moment j'étais dans une forme de transe. Parce que, pour répondre à ta question, j'ai élaboré la structure, voilà. Au moment où j'ai vu un peu le truc de Zoé, la catatonie, je me suis dit, bon allez, tac, mets un stop, commence à construire un peu. Et sont venues ces idées de faire des jours de machin, 2 grandes parties.
voilà, je voyais un peu tout se mettre en place. Et quand je dis que j'étais un peu en transe, c'est parce que j'avais un peu l'idée selon laquelle plus ce serait construit, plus il y aurait d'effets de miroir, des décos un peu partout, plus ce serait la preuve que un peu Dieu existe, quoi. Que donc, le Dieu de la littérature veille sur moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez étrange parce que moi j'ai un peu l'idée, quand je l'ai écrit en tout cas, je tapais mon truc et tout, j'étais là, voilà, si tu respectes certains codes secrets, comme celui que Zoé va rencontrer, si tu mets tes pieds sur les bonnes cases, comme Indiana Jones là, dans le troisième, Le pénitent. pénitent passera, si tu fais tout ça comme il faut, ça va forcément marcher en fait. C'est assez étrange en fait, d'avoir des espèces de trucs un peu maniaques comme ça. Je sais que parfois quand je le montrais à des bêta-lecteurs, ils me disaient ouais mais en fait ça t'en foireux quoi, fais ton histoire en fait. Et j'étais ouais mais c'est important qu'il y ait ce marqueur là qui revienne ici, tu vois. Donc voilà. Et en fait quand je dis qu'il y a une sorte d'état de transe, j'en suis d'autant plus conscient que quand je le relis parfois, je me dis waouh, oh c'est fou, je me souvenais pas du tout d'avoir fait ça en fait. Mais je vois le gars que j'étais au moment où j'écrivais en fait. Okay. Donc tu vois c'est étrange quoi. Tout à fait moi. Parce que oui, il y a cette construction. Je parle au début de deux réalités parallèles. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas trop que j'en dise, mais ces deux réalités, je pense que je ne dévoile rien. En fait, elles sont tout à fait poreuses. Et tu mets en place tout un système donc une architecture qui, elle, va traverser les réalités, de correspondance entre la réalité de Léonard, qui est déjà très étrange, puisque c'était une réalité surnaturelle presque, et celle de Zoé. Comment on dose ces... Parce que tu engages le lecteur vers le chemin de la compréhension, mais tu dois le faire à petite dose. Alors voilà, en fait ça c'est fait par deux chapitres qui s'appellent les chapitres Flash, qui interviennent avant le chapitre 6. Flash, lui et elle dans la première partie, et c'est Flash, elle et lui dans la deuxième partie. Dans la première partie, c'est il rêve dans le cauchemar d'une autre, et dans la deuxième partie, c'est elle plonge dans le rêve d'un autre. Donc c'est que des trucs comme ça, quoi. De symétrie parfaite. Et ces chapitres-là, c'est des chapitres clés, c'est les moments où hop, je montre qu'il y a des petits liens, quoi. Et sur le dosage, moi je trouve que j'ai fait des études de scénario quand j'étais étudiant, et donc j'aime bien toute cette cuisine interne de la mise en place d'événements narratifs et tout. Donc je sais que c'est bien quand au premier tiers du roman, tu as une petite alerte, tu dis tiens, il y a un truc et tout. À la moitié, tu dis ok, il y a vraiment quelque chose. Aux deux tiers, tu as trouvé et tu dis ah, je suis plus malin que tous les autres que j'ai trouvé, mais non, en fait c'était fait exprès. C'était le but. Et à la toute fin, ça vient quand même te confirmer que tu avais raison, et si tu es vraiment super fort, tu mets une petite touche en plus pour dire que tu n'avais pas tout à fait tout compris. Voilà. Donc ça, c'est des choses auxquelles je réfléchis un petit peu quand je le fais, avec une forme un certain cynisme même, enfin un certain détachement en tout cas, tu vois. J'aime bien me dire... Tu es froid par rapport à ça. Ouais, complètement. D'ailleurs, Il est juste que les forces soient frappées que j'ai écrit, c'est un roman, j'espère, qui fait pas mal pleurer, enfin c'est un roman qui est un peu fort. Mais moi, quand je l'ai écrit, j'ai pas du tout pleuré. J'étais très joyeux au contraire. Parce que je me disais, ah, c'est bien, ça va faire pleurer les gens. Et ça me fait très plaisir. Et là aussi, d'ailleurs, sur celui-là, il y a. Enfin, moi, je sais, quand je travaille à ces effets, ça m'apporte beaucoup de jubilation. J'ai vraiment une sorte de malice, en fait, à un moment où je me dis, tiens, ça, si tu chiales pas, c'est vraiment que t'es dur, quoi. Tiens, voilà. Ah ouais, tu pousses les curseurs, tu vois où ça peut aller. Après, je suis quand même un peu obligé de me surprendre moi-même, sinon ça devient vraiment un truc vraiment cynique. Et c'est là que la transe... D'où la transe. Voilà, d'où la transe. Parce que c'est vrai que quand je le revis, je me dis, ah ouais, effectivement, j'étais quand même assez exalté quand je l'ai écrit, quoi. Et oui, on sent que tu es d'un naturel joueur en tant qu'écrivain. Est-ce que tu peux nous parler du point de vue narratif que tu as choisi d'adopter pour ce roman? Est-ce que je trouve que tu en changes... est-ce que c'est volontaire dans Il est juste que l'effort soit frappé? C'est une première personne. Oui. Oui. Dans le second, tu adoptes un narrateur à troisième personne plutôt plus classique que là, en tout cas. Ouais, à ceci près que dans Les Enfants Véritables, c'était quand même pas si évident que ça, parce que il y a 9 chapitres, 3 personnages par chapitre, un qui est l'objet du chapitre, l'autre qui est le narrateur du chapitre, et l'autre qui est... je me souviens plus, c'est un peu compliqué ça. Tu sais, chaque chapitre c'est... Je cherche mon épée, mais elle est partie. Vous pouvez m'aider. Bon, j'ai vu, vous verrez en lisant, mais... Il y avait quand même un truc un peu compliqué. Mais tu t'amuses avec ce... Oui, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que, pour celui-ci, comment tu as trouvé le point de vue que tu voulais adopter? En fait, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, pour l'instant, quand je fais les romans adultes, je me dis,
bon, je vais écrire le truc un peu simplement, et en fait, j'y arrive pas. Enfin, très très rapidement, il se passe un truc qui fait que je veux compliquer un peu la chose. Ok. Voilà, il est juste que les forces soient frappées, il fallait que ça passe par le point de vue de Sarah, sinon c'était trop brut, quoi. C'était trop un pur témoignage quasiment. Celui-là, moi je trouve que celui-là, il y a une forme de classicisme quand même, parce que justement c'est de la troisième personne, c'est comme un petit peu du roman d'aventure, tu vois. La petite malice là-dessus, c'est le jeu des avatars. C'est le fait que le Léonard mort soit à côté de lui-même. Ça permet de compliquer un peu la narration. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps compliquer un petit peu la narration, parce que j'arrive pas à faire autrement, sinon je m'ennuie en fait. En fait, je pense qu'il faut s'amuser en écrivant. Voilà. Et dans ce que je remarque aussi, mais peut-être que c'est quelque chose que tu vas me dire si tu le fais à dessein ou si c'est quelque chose que tu fais d'instinct. Souvent, je trouve qu'il y a toujours une fenêtre ouverte entre toi, écrivain, ou en tout cas, et le lecteur. On a toujours l'impression que tu nous parles. Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais. Ou que tu nous titilles? Ouais. Enfin, je ne dis pas que c'est toi, écrivain, mais en tout cas, tu crées toujours des dispositifs narratifs qui permettent ça. Oui. L'adresse au lecteur, est-ce que c'est... Alors, l'adresse au lecteur, j'essaie de ne pas en abuser, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui n'aiment pas trop ça, en fait, quand c'est trop présent. Tu vois. Alors, je l'ai fait à blog sur Griot, parce que c'est un roman pour enfants, et là, je l'ai vraiment joué comme sur des compteurs à l'ancienne. Mais c'est vrai que ça parsème quand même un petit peu mes romans en littérature générale. Et ça vient d'un autre choc de lecture que j'ai eu quand j'étais au collège. C'était Jacques le Fataliste de Diderot. Et ouais. Alors moi, pourtant, le 18e, comme je disais, sur un candidat tout à l'heure, c'était pas trop ma case en général. Mais alors là, j'ai pris un choc, je me souviens. Et exactement pour ce que tu dis pour la fenêtre. Ouais. Je disais, mais oh, il me voit. Enfin, tu vois, comme dans l'histoire sans fin, quoi. Il est en train de lire et d'un coup, quelqu'un me regarde. Ouais, c'est extrême dans Jacques le Fatalisme. Mais quelle magie, quoi. Et donc, c'est vrai que quand j'écris, là, je pense que ça transparaît ce que tu décris, ça finit par se voir, parce que je pense tout le temps au lecteur, en fait, quand même. Je suis avec mes héros, ils font leur truc et tout, parfois ils me surprennent, comme avec la pompe à l'évier, là, je les laisse un peu faire et tout. Mais il y a un moment où je me dis, bon là, attention, tu vois arriver le chapitre, ça y est, tu commences à voir arriver le chapitre, la fin, je veux dire, du chapitre, il va falloir faire un petit peu quelque chose, donc il va falloir mettre un petit coup. Et c'est là que je vois le lecteur, et que je partage des choses avec lui, parce que le truc du baiser là, sur le bébé, quand je l'écris, je pense à tous les jeunes parents qui ont vécu ce truc-là. Et je me dis, ça va forcément marcher, c'est là qu'il y a le côté un peu cynique, ça va forcément leur faire un petit truc, parce qu'on a vécu ce truc-là, quand on a été jeunes parents. Donc à ce moment-là, précis, quand j'ai écrit ces deux phrases, hop, j'ai un petit panorama des mamans, des jeunes papas qui sont comme ça. Si ça m'a fait ça. Oui, je dis jeunes parents parce que, oui, t'as raison, mais c'est l'excitation du jeune parent. C'est un peu émouvant quoi, quand t'es surtout le premier enfant. Est-ce que tu... je sais pas comment le formuler, mais je trouve que tu as un rapport à l'oralité qui est assez, qui est assez fort, qui rend l'expérience de lecture très vivante et agréable. Il y a une phrase qui est très fluide. Est-ce que tu écris à haute voix? Est-ce que tu relis ton texte à haute voix? Est-ce que tu vois comment ça sonne? Alors, je le fais pas à haute voix, comme dans ces expériences dont parlait Laurine Roux d'ailleurs, la dernière rencontre, là, où ce que faisait Flaubert, le gueuloir et tout. Je fais pas ça. En revanche, moi, c'est vrai que j'ai été... Comment dire, l'oralité de manière générale, ça a été très 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 important dans mon initiation littéraire. Moi, les tout premiers textes qui m'ont fait vibrer, c'est les contes russes, en fait. Quand j'étais tout gamin, quand j'étais tout petit, et j'avais un gros recueil de contes russes que je lisais, et dans les contes russes, il y a beaucoup justement d'interjections. D'ailleurs, ça me ramène un petit peu, à l'adresse au lecteur. Il y a beaucoup de choses comme ça, tu sais, le conte était excellent, alors donnez-moi un coup de pied au cul et offrez-moi un verre de vodka. Puis file le conte, pardon, c'est trop bizarre. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Compter, attends, c'est quoi? Il y a des petites formules comme ça qui scandent les histoires, les contes russes. Oui, il marcha pendant des jours, agir, c'est très court, compter, c'est bien plus long. Puis il dit ça comme ça, c'est bon, ok, d'accord. Tu as placé une petite phrase pour le plaisir de te parler. Et donc c'est vrai que voilà, moi j'aime bien, j'aimais beaucoup sentir qu'il y a ces voix de conteurs qui sont des gens vivants en fait, qui flottent, qui sont animés derrière le texte.
Donc sûrement, ça survit dans mon écriture. Le petit défaut que ça produit, c'est que moi je sais qu'il y a des gens qui de temps en temps me disaient, sur les premiers, surtout, ils disaient, ah c'est bien, c'est écrit, c'est facilement écrit, quoi. Genre un peu, j'étais un peu vexé, parce que je disais, bah non, c'est également très poétique, voilà. Alors dans celui-là, j'ai un peu plus blindé, je dis, ouais, tu veux du poétique, tiens, je vais te balancer un peu des passages, le bruit et la musique, tu vois, j'ai voulu un peu chiader pour montrer, parce qu'il y a quand même, on écrit, enfin moi j'écris un peu avec mon ego, il n'y a pas de problème quand même, j'aime le découvrir. Mais tout ça pour dire que le problème, quand tu travailles trop à des écritures orales, alors même que tu t'es vraiment cassé en réfléchissant à l'impact sonore que produirait le mot putain, parce que tu veux ce mot-là et pas un autre. J'aurais pu en choisir d'autres, parce qu'il y a des enfants dans la salle, et que après tu lis une chronique qui dit oui, un bouquin très sympa parce qu'il est écrit de façon assez orale et tout. Tu te dis bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais quand même, tu vois. Voilà, les écritures orales, oralisées, c'est évidemment le fruit d'un gros travail en fait, écrit quoi. Donc dans celui-là, j'ai veillé un petit peu aussi à sculpter un peu des phrases de temps en temps, faire un peu des choses comme ça, par jeu, comme tu disais tout à l'heure, un peu pour défier le lecteur. Parce qu'on n'a qu'une vie en même temps, donc voilà, chaque livre est un peu l'occasion de s'amuser quoi. Bien sûr. Moi, il y a autre chose qui m'a frappé dans ce roman. Alors, c'est peut-être mon amour de Stephen King et du fantastique, mais j'ai pas pu m'empêcher de voir pas mal de clins d'œil à cette littérature de genre. Cette cave 331, j'ai pas pu m'empêcher de voir la chambre 217 de Shining. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prémédité? Il y a des scènes de description de déliquescence assez... oui, d'ailleurs, tu te délectes à décrire ça, c'est très réussi. Il y a une scène d'horreur, une vraie scène d'horreur. Une vraie scène d'horreur. Ouais. Je suis en train de réfléchir à la chambre 313 en fait, parce que j'avais mis le 3 et le 1 au milieu. Enfin bref, c'est encore un truc de structure qui était un peu rigolo, mais c'est trop long à expliquer. La cave, ça devait être la cave 313 ? Oui, mais c'est bien en fait. En fait, oui, la chambre c'est, je sais plus, 131, 133, et la cave c'est 331. C'est 331, oui. Je l'ai pas. Des petits trucs aussi. Mais, alors non, cela dit, oui pour la littérature de genre, parce que, en fait, ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, je tourne un peu autour du roman de genre. Parce que il est juste que les forces soient frappées. Bon, c'est tiré au départ d'une histoire assez personnelle, mais j'ai voulu en faire un roman d'aventure. Donc il y a les trois copains du héros qui sont un peu les trois mousquetaires, et le héros qui est un petit peu en fait un avatar de D'Artagnan. Mais c'est quand même pas un roman qui a fait d'épée, quoi. C'est pas un roman qui parle de la maladie et de la mort, quoi. Dans Les Enfants Véritables, c'est pas le roman de genre, mais je voulais vraiment du roman pagnolesque. Tu vois, en fait, je cherche toujours des éclairages extrêmement fictionnels, quoi, qui sortent complètement du roman de pure réalité. Et donc dans celui-là, c'est vrai que, pour tout te dire, en fait, pour tout vous dire, en fait, au départ même, j'avais prévu d'aller encore plus dans le thriller. En fait, Zoé, elle vit une aventure là, elle va jusqu'au bout d'une certaine aventure, elle rencontre une forme de magie d'ailleurs, mais en fait, au départ, elle a rencontré un serial killer, quoi. Dans la première version, il est évoqué, c'est le voisin qu'elle croise un moment. C'est le voisin du 4e qui lui faisait peur et qui ne le capte pas. En fait, ça, il ne le capte pas en fait, dans la version finale. Dans la version finale, je l'ai complètement refait. Et ça, pour le coup, c'est intéressant à signaler parce que c'est aussi dans la discussion avec mon éditrice que j'ai repensé le roman. Parce que les deux premiers, je les ai retravaillés avec mon éditeur, mais pas tant que ça. Enfin, j'ai travaillé à la marge, quoi. Et puis celui-là, c'était un autre projet, c'était plus complexe et tout. Puis il y avait toute cette structure quand même vraiment pyramidale, machin. Et je voulais faire vivre un truc à Zoé, un truc dur, quoi. Et donc je voulais qu'elle se fasse séquestrer et tout. Et c'était vraiment compliqué. Il y avait une scène avec une tête à un moment truc dur. Non, il est plus. Ne cherchez plus. Non, et en fait, mon éditrice à un moment m'a dit ouais, en fait ça peut marcher hein, ce que tu fais, mais tu perds quand même ton propos qui est la rédemption, les regrets, les souvenirs. Qu'est-ce qu'on garde de sa vie une fois qu'on meurt? Qu'est-ce qui va nous rester en fait? Quels souvenirs vont rester? En fait, c'est ça ces questions-là. Donc c'est des questions plutôt métaphysiques en fait. Et elle me dit à force d'envoyer ta gamine dans des trucs Stephen Kingien, là tu perds un peu ton propos, quoi.
et même toi, tu n'y crois pas tant que ça, en fait. Tu vois. Et en fait, c'est compliqué, hein, parce que j'avais écrit une bonne partie de ces chapitres. Puis on était au téléphone et j'étais un peu en train d'engueuler avec elle. En fait. Et elle m'a dit un truc et j'ai réussi à faire une chose qu'on fait rarement, quoi, c'est que j'ai entendu ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, en fait, ouais, elle m'a eu, quoi, parce qu'elle m'a dit, oui, mais Zoé, mais là, plus en retrait, est-ce que, ouais, tu comprends pas, machin. Oui, parce qu'il y a aussi un certain snobisme de la part des éditeurs de littérature générale. Quand tu t'aventures trop dans le roman de genre, ils aiment pas trop ça, en général, quoi. Le roman fantastique, le thriller et tout, c'est pas très bien vu. Donc j'étais en train de lui dire ça, j'étais oui, ça se faisait snob et tout. Et puis à un moment, elle m'a dit un truc sur Zoé, je sais plus très bien, et je dis ouais, ok, on va essayer. T'as raison. Voilà. Et donc c'est devenu beaucoup plus simple en fait. Sa quête, c'est beaucoup plus ténu, et je me suis plus concentré sur les émotions de cette petite fille dans ce qu'elle rencontre en fait. Donc voilà. Donc la recherche de ce coffre, enfin tous ces trucs-là. Oui, ce coffre. Après, ça transparaît, notamment dans le... Elle est presque douée de préscience dans un des chapitres, elle entend des choses, donc tout est une question de dosage. Oui, mais c'est pour ça que quand tu as dit ça tout à l'heure, ça m'a fait rigoler, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ce dosage, ben là, il est le fruit d'une vraie collaboration. Elle m'a amené effectivement à relever un petit peu le curseur, à dire, appuie pas trop ici. Et oui. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un bon éditeur ou une bonne éditrice. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que là, ce genre de choses, et puis d'ailleurs, c'était émouvant. Enfin, quand je suis revenu avec la version finale, franchement, on était fiers tous les deux, parce qu'on avait l'impression d'avoir fait un grand saut justement à deux, quoi. C'est mon prof de boxe. Je suis arrivé en retard, donc le prof de boxe arrive en retard aussi. Je voulais aborder quelque chose qui... Est-ce que c'est ton côté démiurge, justement? Ce qui est assez rare, c'est que tu... Ce qui n'est pas rare, c'est que tu signales que tu as écouté 2 œuvres à part égale dans l'écriture de ce roman. Tu le signales au début de l'ouvrage. Oui. Et tu conseilles tes lecteurs d'en faire autant. Donc il s'agit de I Puritani, Les Puritains, qui est un opéra de Bellini, et Symbolique, un album du groupe Death. Est-ce que tu peux J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton rapport à la musique, peut-être rapidement, mais ça me paraît, dans ce roman, assez important d'en parler. Oui, parce qu'en fait, c'est assez marrant ce truc-là. Donc effectivement, Death, c'est un groupe de death metal, hein, comme son nom l'indique, et c'est un groupe très bruyant. Hein. Moi j'aime beaucoup, mais je peux pas l'écouter tellement en famille. Et c'est vrai que j'ai écrit ce roman en écoutant vraiment de longues heures l'opéra de Bellini, et même un aria en particulier, en boucle, ce qui te rend quand même un peu dingue, quoi. Et la folie. Non, pas la Mad Song, un peu avant. Va couler le délai, je sais plus. Ouais. Et cet album de death metal, quoi. Et je me suis un peu demandé pourquoi, en fait, pourquoi j'avais besoin, à chaque fois que je m'étais à écrire, il fallait que je remette l'un ou l'autre. Et il se trouve que il y a toute une métaphore qui est tissée dans le livre sur le bruit et la musique. Léonard, c'est un homme qui est habité par une musique qui est très belle, qui est la musique qui aurait pu le conduire à écrire quelque chose de très beau s'il avait réussi à la retranscrire. Il sait qu'elle existe en lui, mais il n'arrive pas à la retranscrire. Et il a aussi un bruit constant qu'on a tous, qui est le bruit du quotidien, quoi. Il y a une référence à Ferré, la chanson 20 ans de Ferré, où on vit avec le boucan d'une radio, tous, pas moyen de fermer le bouton de cette radio. Voilà. Et donc, voilà, la balance entre le bruit de la vie triviale, quoi, et la musique qui réussirait à naître si on réussissait à ordonner ce bruit, ça m'a paru super beau. Et donc, j'étais en train de travailler là-dessus et j'écoutais ça et je me disais, mais c'est marrant parce que finalement, Death, c'est vraiment du bruit pour la plupart des gens. Si tu veux, on met 2 secondes de Death comme ça, vous allez voir. Non, c'est rigolo, non? Ouais, bien sûr. Non, en plus, tu veux bien? Les paroles de l'album sont très en accord avec... Symbolique. C'est relativement bien écrit. Hein. Non, et Death, voilà, c'est brutal, mais vas-y. Je sais pas ce que tu veux mettre. Non, bon, mais voilà. Un moment de recueillement.
Voilà, ouais. Attends, juste activer sa voix parce que. On avance. On vient pas de faire ça. J'ai fait. Ah. Voilà. C'est le premier à avoir fait ce qu'on appelle du growling, c'est-à-dire cette voix-là, comme on transformée. Mais ce type-là, en fait, produit du bruit parce qu'il cherche une musique en réalité. Quand tu écoutes beaucoup de death metal, au bout d'un moment, tu la vois naître. Et c'est très beau parce que tu as enduré quelque chose. D'ailleurs, tu as fait ton chemin de croix toi aussi, tu as traversé tes épreuves et tu accèdes à cette musique. Et en fait, pour l'opéra de Bellini, il est très lyrique, il est très clair et très pur, mais en fait, pour plein de gens, l'opéra, c'est le bordel, les gens ils n'arrivent pas à entrer dedans, ils trouvent que les voix sont fausses, outrées, les jeux sont outrés, hein, d'ailleurs. L'opéra, effectivement, c'est outré. Et donc, c'est un peu le même rapport, en fait. C'est une musique qui n'est pas facile à percevoir. Voilà. Et moi, il se trouve que c'est les deux musiques que je préfère, quoi. Donc, et quand je les écoute, ça me remplit d'énergie, ça me remplit d'émotions, voilà, ça me blinde, quoi. Et je pense qu'en fait, ça correspondait vraiment à ce que je voulais raconter. Ce sont des musiques qui demandent un certain effort, d'une certaine manière, qui te mettent un peu à rude épreuve, et tu dois les combattre en écrivant. En fait. Et c'est une rencontre avec ces deux œuvres qui s'est fait. Tu t'as cherché ça ou ça s'est fait de manière fortuite? Non, c'est des œuvres que j'adore depuis très longtemps en fait. D'accord. Ouais, mais qui sont ressorties. Ils sont agrégés au projet. Ouais, c'est ça, exactement. De façon fluide, quoi. Ouais, complètement. Ok. Des fois, t'as eu besoin d'écrire des chapitres dans le silence? Non, je ne peux pas faire ça. Tu peux pas du tout faire ça. Non, d'ailleurs, ça m'a fait. Non, j'aime pas du tout écrire dans le silence. En fait, je crois que je l'ai jamais fait en fait. Ok. Ou alors si sur un coin de table, à un moment, parce que je voulais finir un chapitre et j'avais pas le temps de mettre de la musique, mais ouais. Parce que moi, c'est vrai que j'ai un rapport, je fais ça, je parle du coin de table parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je dois finir absolument, quoi. Et j'ai un rapport assez urgent à l'écriture en fait. Ouais. Voilà. Thibaut, est-ce que tu veux bien nous lire un extrait Ouais. Oui, du Grand Saut? Alors ouais. Alors attendez, je vais lire justement un passage sur le bruit et la musique. Ah voilà. Alors ça c'est jour d'échec. Donc on est dans ces chemins de croix de Léonard qui réatterrit aux côtés de ses avatars, et là il atterrit le 15 mai 1968. Il faut un de ces raffus. Penché sur sa table en formica, sous le Vélux de sa chambre de bonne, Léonard sourit pour lui-même. Debout derrière lui, le Léonard mort sourit à sa jeunesse. Il est beau avec ses cheveux en crinière, sa chemise ample, ses grandes mains fines, son air de rêveur à la grande ours, ses espoirs innombrables, son ambition sans limite, sa liberté surtout, qui émane de tout son être. À cet âge-là, on est peu de choses, un vague fouillis d'idées et de désirs qui n'ont jamais buté sur aucun obstacle. Pour tout bagage, on a sa gueule, chante justement Léo Ferré dans la petite radio posée au bord du bureau. Léonard regarde. Il regarde ce Léonard beau et libre qu'il a été. Ce Léonard n'a pas encore 20 ans. Rien ne le retient, ni ne le contraint. Il est un oiseau. Les murs de son minuscule studio vibrent des cris qui fusent dehors, des klaxons, de la clameur qui inonde les rues parisiennes. La journée sera historique, tout le monde le dit. Lui, ce genre de choses ne l'intéresse pas. La politique l'emmerde. Ces derniers temps, plus moyen de boire un godet sans que quelqu'un la ramène sur Mao, Cuba, De Gaulle ou l'impérialisme américain. Dans ces moments-là, il hoche la tête pour donner le change. On le connaît de toute façon pour être un indépendant, un rêveur. Sauf quand quelqu'un se pique de parler littérature, comme cette fois où les copains l'ont chambré sur ses postures de poète imposteur. De toute façon, vous ne pigez rien à rien, il a conclu. Depuis, on évite le sujet et ça lui va très bien. Il laisse les conversations rouler autour de lui sans y prendre part. Et parfois, assis en bout de table, il renverse sa chaise en arrière de façon à sentir sous sa nuque le mur granuleux du bar et il rêve. Il écoute la musique, réelle ou imaginaire, et il rêve. Il est un oiseau. Tant qu'on ne l'empêche pas de voler, il supporte très bien le boucan. Du bruit, il en a déjà plein la tête. Comme dans la chanson de Ferré, il n'y a pas le moyen de tourner le bouton de cette radio, on est marron. Oui, il abrite en lui-même un bruit immense, généreux, qui palpite à la manière d'un organe, et qui lui est aussi vital que ses poumons ou son cœur. Un jour, il sait qu'il réussira à faire de ce bruit une musique pure, diamantine, qui bouleversera le monde.
Une musique qui semblera tomber du ciel, même s'il est résolument athée, il faut bien admettre qu'on n'a pas encore fait mieux que Raphaël pour dire la beauté, et il sent bien que d'une manière ou d'une autre, cette musique en lui est plus qu'humaine. Elle est à la fois plus profonde et plus ample, infiniment supérieure aux bêtes remuements qui agitent ses congénères. Elle surpasse tout, y compris lui-même. Mettre en mots cette musique pour la donner à entendre, à lire, à goûter, ça ne lui semble pas moins utile que cette confiture de tracts et de slogans dont ses copains tartinent leur conversation. Il les entend, les slogans, par le Vélux, et les chants. Il peut même se représenter la lente et joyeuse avancée du cortège, les poings levés, les pancartes qui voguent sur la foule. Jean, Guy, Guitou, Yves, tous les copains de la fac en sont. Sans doute qu'ils l'attendent. Les filles aussi. Ce serait l'occasion d'emballer Nicole depuis le temps qu'il le court après. Bon, on verra plus tard. Rassemblons-nous. En fait, il le faisait déjà. Il se parlait déjà, même. D'abord, il faut qu'il finisse ce poème. Rien n'est plus urgent. C'est pour écrire qu'il est monté à Paris, pas pour brailler avec la meute. Étudier la littérature et écrire. Bon Dieu, ça lui a valu assez de bagarres avec son père. Ce qu'il voulait, lui, c'est qu'il fasse le guignol au PTT ou au guichet d'une banque, plutôt crever. Pauvre vieux quand même. Déjà qu'il a tiré la gueule en apprenant que son gars avait coupé au service militaire, voilà qu'il se retrouve avec un poète sur les bras. De toute manière, Léonard n'aurait jamais accepté de marcher en rang derrière une musique, comme disait le vieil Albert. Pour éviter de se cogner 16 mois en kaki, il s'est carrément fait passer P4. La veille du recrutement, il a imaginé une scène de dingue où il se tailladait les poignets et se barbouillait les joues de sang en gueulant comme un singe. Et bordel, il l'a fait. Car rien ne retient Léonard, rien ne le contraint. Il est un oiseau. À force d'engueulades, de cris et même de coups, et avec l'appui de sa mère, faut reconnaître, il a réussi à obtenir d'aller tenter sa chance à la fac, à Paris. Charge à lui de se démerder, ça va de soi. Il a un peu de fric de côté pour la chambre, de quoi tenir un an. D'ailleurs, il faudra qu'il songe à trouver un boulot parce que ça file plus vite qu'il n'aurait cru, notamment dans les bars. En attendant, il a ce qu'il voulait. Les chères montagnes de son enfance ne lui manquent pas, ou rarement. Il écrit, il va à la fac, il sort, il est libre. De temps en temps, il envoie une lettre aux parents pour dire que ça avance. Vers où, il ne sait pas encore. Je tiens un peu, hein. Ouais, un petit peu, on tient un petit peu. Ça va, ouais. On peut. Allez, ça relaisse-moi. À propos, il s'agirait de s'y remettre. Il éteint la radio, qui l'énerve maintenant que Ferré a cédé la place aux actualités. Puis il se passe une main dans les cheveux pour le panache, et il les ébouriffe dans l'espoir de remuer les idées qui mijotent dedans. Ce poème, il le veut noir, corsé et même vénéneux. Il veut un venin nouveau. Il tape dans ses mains, tout excité par la belle image qu'il vient de ferrer là au bout de son hameçon et qu'il va pouvoir jeter encore frétillante sur le papier. Infuser un venin nouveau. Il écrit avec entrain, noircissant la feuille dont les marges sont couvertes de dessins et de gribouillis. Le Léonard mort, lui, sait la déception à venir. Il attend. Ça y est, le gamin se relie et son air rêveur, si beau tout à l'heure, tourne au vinaigre. Le voilà tout pâle. Bon Dieu, à quoi est-ce qu'il pensait? Quel imbécile. Un venin nouveau. Le poème de Baudelaire hurle en lui pour mieux le railler. À travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, et il termine seul son Vélux. T'infuser mon venin, ma sœur. Les vers se décantent entre ses dents serrées, l'écrasant de leur puissance, le gavant de leur saveur si forte. Tout ce qu'il cherchait à produire lui-même. Son venin nouveau, en comparaison, c'est du bouillon de légumes. En plus, il se souvient vaguement d'une histoire de lettre que Victor Hugo aurait écrite à Baudelaire. Le vieux Victor y disait au jeune Charles qu'avec ses fleurs du mal, il avait créé un frisson nouveau. Même que le jeune Charles n'avait pas trop apprécié. Bref, c'est nul de A à Z. Nul. De rage, il chiffonne la feuille dans son poing, en fait une boule qu'il jette dans la corbeille. Ratée, elle va rouler sous son lit, rejoindre les moutons qui pèsent sur sa moquette. Dans l'étrange apesanteur de bain tiède où il flotte, le Léonard mort se rappelle la fureur qui s'emparait souvent de lui. La frustration terrible d'être sans cesse renvoyé à de malheureux essais avortés qui, même lorsqu'il parvenait à les mener à une forme d'achèvement, ne se hissaient jamais à la hauteur du feu dont il se consumait. Il sait que ses efforts, en définitive, étaient vains. S'il y avait bien une musique en lui, il n'était pas capable de la faire vivre. Ou peut-être que ce qu'il prenait pour de la musique n'était rien d'autre que du bruit. Est-ce cela qu'il doit comprendre? Faut-il seulement qu'il admette les limites qu'il s'est lui-même dessinées au fil de sa vie? Si c'est ça, il veut bien reconnaître tout ce qu'on voudra. Oui, il a été stupide d'y croire. Et après? Il regarde ce jeune mec, penché sur sa table, qui se prend la tête dans les mains pour la presser comme un citron, alors qu'au dehors, une horde de jeunes vibre à l'unisson, et il conçoit pour lui une tristesse sincère. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé, encore un vers qui n'est pas de lui, encore une croix de pierre qu'il enfonce dans le jardin de ses regrets. Un éclat de rire l'arrache à ses pensées sombres. C'est un rire léger, un rire de lumière, un tri d'oiseaux. Et ce rire est le sien. Bah, qu'est-ce qu'il a donc à se marrer, cet âne? Et ça lui revient en un geyser. Et avec le souvenir lui remonte aussi cette folle impression de confiance qui irriguait toutes ses pensées.
à une époque où il était si sûr que le succès viendrait un jour, s'il savait seulement être patient, puisqu'il avait du temps devant lui, puisqu'il avait l'éternité. Encore tout remu par sa découverte, Léonard se regarde rire comme une baleine, tant et si bien qu'il rirait lui aussi s'il le pouvait. C'est drôle, en fait. C'est à se tordre. L'échec baudelairien est devenu une excellente blague, comme ça, d'un coup, par la magie de la jeunesse qui se hâte de rire de tout. Merde alors. Dire qu'il a failli pomper le vieux Charles. Pire, il a failli ne pas s'en rendre compte. Imagine s'il avait lu le poème aux copains, il aurait eu l'air fin. À tous les coups, Guitou aurait repéré l'arnaque. Est-ce que c'est pas tordant quand on y pense ? D'un bond élastique, Léonard s'éjecte de sa chaise, s'étire sous le soleil. Il est un oiseau et en même temps un chat ravi. On dirait bien que l'inspiration n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, on va pas en faire une histoire. Allons prendre l'air. Partons à l'aventure, inspirons à plein poumon, jetons-nous à l'abordage de ce grand monde bizarrement agité qui vocifère sur un océan de pancartes et de drapeaux. Sans la moindre hésitation, il attrape sa veste, l'enfile avec souplesse, puis il ouvre la porte de sa chambre et la referme d'un coup de talon. Il descendra l'escalier en chantonnant « Pour tout bagage, on a sa gueule ». Ah, je vais chanter un petit peu. Quand on est bête, ça va tout seul. Quand on est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. Et il atterrira ensuite sur le boulevard de l'Observatoire. Il fera un bout de chemin avec les manifestants. Il rejoindra les copains dans la soirée sur le boule Mich. Et pour finir, il emballera Nicole. La journée n'aura donc pas été perdue. Et la fin est là. Léonard est resté à la porte. Vieux fantôme chamboulé par un fragment de souvenir, un presque rien que sa mémoire avait laissé s'envoler. C'est peu de choses, ce souvenir, un morceau du grand fouillis d'idées et de désirs qu'il était à 19 ans. Mais c'est du rien qui pèse lourd. Il avait oublié comme il riait de ses échecs, et comme ce rire était mélodieux. Au bout de 25 années passées seul dans les remords et la honte, il en était venu à croire qu'il avait toujours été ce bonhomme rongé par un mal intérieur, un venin ancien qui se répandait chaque jour un peu plus dans ses veines, jusqu'au point de non-retour. Quand il pensait à sa jeunesse, avant, il se voyait comme un condamné dansant, aveuglément au bord du ravin, au son d'une musique qu'il était seul à entendre et qu'il avait finalement conduit à la chute, lorsqu'elle s'était révélée n'être que du bruit. Apparemment, il s'est gouré sur toute la ligne. S'il a chuté, ce n'est pas à cause d'un mystérieux poison couvant en lui depuis toujours. C'est parce qu'il a trop vite oublié comment il riait dans sa jeunesse de ses échecs. Le jour où les amers récifs de l'existence se sont précipités sur lui, il n'a pas su rire envers et malgré tout. Pourquoi a-t-il oublié ? Il s'est produit le truc, c'est que la fin, je sais pas si vous l'avez vu, mais je suis ému parce que j'ai écrit. Mais pas parce que je me trouve génial, mais parce que je me reconnais pas en un sens. Enfin, je me dis, c'est marrant ce qu'il a écrit ce gars-là, quoi. Ouais. À ce moment-là, c'est plus moi. Et tu vois, la toute fin, j'ai eu du mal à la lire parce que, voilà, je rencontre un autre. Moi, j'ai souvent la sensation d'avoir un type qui est là, hein, je le montre ici, là, et qui sait des choses que je ne sais pas. Merci Thibaut, je vous laisserai découvrir, on n'a presque rien dit. Le grand saut, donc un mélange de construction et de trance. Merci beaucoup. Quand même avant de... Ouais, on fait un petit mot rapide sur les... Ouais, parce que ce sont tous les trois d'excellents livres et j'aimerais bien que tu en dises un mot sur ce que tu veux. Ah bah d'accord. On peut prendre 5 minutes, vous n'êtes pas... Ça va. Non, ça va, oui. Ouais. En fait, quand j'ai décidé que j'allais devenir écrivain, quoi, j'ai donc... En fait, pour la petite histoire, on vivait à Paris, on s'est installé à Forcalquier. Moi, j'étais en télétravail en tant qu'éditeur. Et j'avais une situation un peu rêvée, quoi. Et puis finalement, d'un coup, 3 mois après être arrivé à Forcalquier, j'ai écrit à mon patron et j'ai dit en fait, je veux plus être salarié, je veux être écrivain. Donc, c'est un choix de vie assez radical. Et avec ce choix de vie est venue une sorte d'explosion créative, quoi. Et donc, effectivement, c'est ce qui fait que je me retrouve avec 4 livres et un 5e en Il y en a un qui arrive bientôt en avril. Une petite série pour les petits. Donc, c'est étonnant, quoi. Même moi, ça m'a étonné, hein. Je me suis un peu laissé déborder, pour le dire. Mais c'est vrai que je me suis un peu amusé à écrire dans différents univers. Donc, Carmen et Oscar, c'est vraiment un album pour les petits, quoi. Hein. C'est sur 2 chats. En fait, ça parle du rapport frère-sœur. Voilà. Je vais juste au début, parce que c'est un peu marrant. Carmen et Oscar sont frères et sœurs. Carmen, c'est la sœur. Oscar, c'est le frère.
Carmen est jaune à peau orange, Oscar est orange à pois jaune, ça évite qu'on les confonde. Et Carmen et Oscar vivent chez Monsieur et Madame Mollet, parce qu'on voit que leur Mollet, qui sont sûrement frères et sœurs puisqu'ils habitent ensemble. En revanche, comme Monsieur et Madame Mollet n'ont pas de poids du tout, il arrive qu'on les confonde. Ouais, c'était un point de vue des chats. Et ça c'était un petit truc, mais c'était un album comique pour parler du plaisir égoïste. C'était deux chats qui font tout ensemble, et puis un jour il y en a un qui a un truc, et il pourrait ne pas le partager avec l'autre, et il se dit ah, c'est assez génial en même temps. Donc c'était mettre un peu de cruauté dans les albums pour enfants, ça me plaisait bien. Suzanne Griotte et le Parc Limace, c'est un roman vraiment, oui, c'est un roman illustré pour enfants. C'est dans la veine des romans de Roald Dahl ou de Gris Paris, Le placard de la sorcière au balai, ce genre de livre. Celui-là, c'est, je pense, le livre que j'ai écrit avec le plus de facilité et de plaisir. Celui-là, il y a beaucoup d'adresses aux lecteurs, aux jeunes lecteurs. Et je sais pas, j'ai vraiment, comment dire, c'était magique quand je l'ai écrit. J'ai écrit 3 chapitres. Je l'ai envoyé au type de Gallimard en disant je suis en train d'écrire ça, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit on le signe, bon bah ok je le finis, enfin c'était très magique quoi. Et donc c'est l'histoire d'une vieille dame très méchante, et on a beaucoup de vieux dans mes histoires, il y a les vieux. Elle est très méchante, et elle est passée à côté de sa vie d'ailleurs. C'est une histoire de seconde chance. Oui. Elle est passée à côté de sa vie, elle a complètement raté son existence, elle déteste tout le monde, surtout les enfants. Et elle déteste surtout une petite fille qui s'appelle Adèle. Et elle la déteste d'autant plus que cette petite fille n'est pas très jolie, elle n'a pas d'amis, mais elle est tout le temps joyeuse. Et donc, la vieille Suzanne Griotte, ça l'énerve encore plus. Et donc, elle regarde cette Adèle Nectar, comme ça, elle est à sa fenêtre en train de maugréer. Et là, il y a un chat qui arrive, et ce chat, c'est le diable. Et il lui dit, tu détestes cette petite fille, n'est-ce pas? Et tu la détestes, et d'autant plus qu'elle est, voilà, elle est toujours joyeuse, alors que vraiment, la vie ne lui a pas fait de cadeau, quoi. Elle dit, moi non plus, la vie m'a pas fait de cadeau, et tout. Et le diable lui dit, moi je vais t'en faire un, je te propose un pacte, je te rends ta jeunesse, je te transforme en la petite fille de 9 ans que tu étais, et qui n'a pas vécu toutes les choses moches que tu as vécues, et qui t'ont conduite à cette vieillesse solitaire. En échange, tu m'aides à faire signer un pacte à cette petite fille, parce qu'elle a une âme très pure, et ça plaît au diable évidemment, les âmes très pures. Et la vieille Griotte, elle dit, mais pourquoi tu ferais appel à moi enfant? Il dit parce que pour piéger un enfant gentil, il n'y a pas mieux qu'un enfant méchant. Très méchant celui-là aussi. Voilà. Et ouais, mais c'est un super bouquin sur l'amitié. Mais oui, parce que de toute façon, moi j'aime bien faire semblant d'être méchant, mais en fait à chaque fois je suis rattrapé par mon goût de l'amour qui sauve le monde et tout. Et de la noblesse. Et de la noblesse d'âme. Et la noblesse d'âme, complètement. Parce que Adèle n'est pas elle est gentille, mais elle n'est pas débile du tout. C'est une gamine super futée en fait. Ouais. Et c'est justement parce qu'elle est pure qu'elle va. Et c'est une histoire de rédemption. Oui, comme le grand souhait, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et celle-là aussi, en fait. Parce que son cœur rabougri palpite encore. Exactement, et d'ailleurs, la métaphore du cœur comme une éponge est présente dans le grand saut. Oh, mais quelle somme, c'est une somme. Non, c'est un œuvre. C'est vrai. Et tu cours trop vite pour finir. Alors celui-là, c'est un roman bien d'ici, bien de chez nous, Fort Calcarin. Hein. Il est vraiment né sur ces terres-là. Et en fait, il est né encore de ma fille cadette, parce qu'en fait, il est né d'une image, ce livre-là. Vous connaissez tous le cross du collège, bien sûr, le fameux cross du collège, et nous, on venait d'arriver, et moi, je croyais qu'il fallait aller à la ligne d'arrivée, en fait. Je croyais que les parents étaient tous avec des banderoles et tout. Donc, j'y suis allé, et en fait, il n'y avait personne. Donc, je me suis caché derrière un buisson, et j'ai attendu. Et là, je vois arriver les premiers élèves. Donc, je vois une première, une fille comme un tank, qui franchit la ligne. Puis moi, je me disais, bon, ma fille Elsa, c'est une petite parisienne, elle va arriver dans les derniers, quoi. Puis une deuxième arrive, et puis là, je vois ma fille. Et là, elle fait comme ça, puis elle me voit derrière le buisson, elle me fait. et du coup, ça m'a cloué sur place. Et il se trouve que moi, je pars souvent de mouvements comme ça, comme le plongeon. Voilà. Et en fait, cette image était tellement belle, c'était vraiment la fougue de la préadolescence, quoi. Les gamins qui se dépassent comme ça, elle n'avait jamais fait de crosse avant. Bref, extraordinaire pour sa fille. Mais au-delà de ça, il se trouve qu'au même moment, j'étais en discussion avec une éditrice qui me disait j'aimerais bien une histoire d'amour, mais racontée par un garçon. Ok, c'est pas inintéressant. Je réfléchissais à ça, et puis je vois
filles, je me dis, ouais, mais les filles, elles courent beaucoup plus vite que les garçons à cet âge-là. Les filles de 12 ans, et métaphoriquement, je veux dire, les filles, elles vont beaucoup plus vite, elles sont beaucoup plus mûres, quoi. Et c'est ça qui a été le point de départ de cette histoire, c'était un garçon dépassé par une fille. En fait, c'était ça dans mon idée. Et ce que j'ai pas vu venir, c'est la naissance de ce personnage, Rudy, parce que finalement, l'histoire, c'est pas exactement celle de la fille. Non. C'est l'histoire donc de Rudy, qui est un gars du village. C'est un costaud. C'est plutôt un cancre, c'est pas un très bon élève. Mais c'est le champion du cross du collège, quoi. Et il a un copain, son grand copain, qui lui est une sorte de petit elfe. Il le voit un peu comme ça. Autant lui, il est massif, costaud, autant son copain Damien, c'est un petit lutin et il est émerveillé par son copain. Moi, je pense qu'il est un peu amoureux de lui, en fait. C'est pas dit dans le livre. Non, et en tout cas, il est émerveillé par lui. Et le jour de la rentrée, il y a une Parisienne qui arrive, qui s'appelle Léna. Damien tombe fou amoureux d'elle. Et Rudy perd un peu son meilleur pote d'un coup. Et en plus, arrive le jour du cross, et elle le double. Alors que c'est le truc sur lequel il est bon, quoi. Et donc ce type, ce Rudy, qui est pas un méchant, qui est même quelqu'un de bien, ben, il va être amené à faire quelque chose de très moche parce qu'il est trop blessé, quoi, en fait. Et donc c'est pour ça que j'avais ouvert ce roman sur la station de Pagnol que j'aime bien, là. Quand on aime quelqu'un, c'est effrayant comme on pense peu aux autres. Donc en fait, c'est un peu par amour, quoi, qu'il va faire des choses assez moches, et dont peut-être il a après... C'est aussi un roman à suspense. Voilà. Ouais. Je ne peux que vous encourager à leur lecture, vraiment très réussie. Oh, merci Benjamin. Vraiment très à l'aise dans l'écriture pour les plus jeunes. Est-ce que c'est quelque chose... Toi, tu te mets en condition quand tu savais que c'était pour jeunes lecteurs. Tu te mets en condition. Hein. Alors si, j'ai un petit truc à dire là-dessus, c'est que moi, j'aime pas du tout l'idée selon laquelle il faut s'adapter au lecteur d'un certain âge. Par exemple, c'est comme les gens qui disent mercredi au lieu de dire merde. Je déteste ça. Vous voyez, moi, je peux pas faire ça. Et il n'est pas question. Et donc, de la même façon, je pense pas que quand tu écris un roman pour ados, il faut employer des expressions que les ados emploient aujourd'hui. Moi, il y a des expressions dans ce roman qui viennent de mon adolescence. Bon, ils disent pas Zarma, parce que ça, personne ne comprend plus ce que ça veut dire. C'était ce qu'on disait nous à l'époque. Ils parlent pas trop en verlan, mais je les ai pas fait dire des choses que mon fils dit. Enfin, tu vois, je trouve que c'est ridicule de calquer sur une époque. De la même façon, quand j'écris pour les plus petits, je me dis pas ah non, mais ça, ils vont pas comprendre. Tu vois, je ne fais pas ça. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de me reconnecter avec mon adolescence ou mon enfance. Pour Suzanne Griotte, c'était très facile en fait. Hein. D'un coup, je me suis remis dans le placard au balai, quoi. Et j'avais gardé des souvenirs très vivaces en fait. Donc du coup, voilà, j'essaie de laisser parler l'enfant qui est en moi, ça oui, mais je veux pas du tout créer une littérature qui serait calquée sur la réception que le public peut en avoir. Voilà. Okay. Voilà. Je vous propose qu'on continue des échanges un peu plus informels autour d'un verre. Ah, il n'y a pas une petite question du public ? Ah, bien sûr. Mais avant ça, il peut y avoir des questions du public avant ça. Et... Maintenant qu'on a parlé d'un verre, je ne sais pas si le public... Oui, c'est ça, c'est clair. Non, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, exactement. C'est vrai. C'est une question très technique, mais je suis surprise de la proximité de toutes ces parutions. Oui. Pourquoi tout arrive en même temps parce que ça a été écrit, mais est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt à les étaler un peu plus? Là, ça va faire une actualité dans tous les sens. Oui, c'eût été possible. En fait, c'était un peu ce que j'avais prévu au départ. Moi, j'avais, en tant qu'ancien éditeur, j'avais plutôt prévu de faire une sortie en janvier, une autre en mars, machin. Et en fait, ça s'est pas fait comme ça parce que le hasard des calendriers éditoriaux, les retards que prennent les illustrateurs, font que, finalement, ça paraît à ce moment-là. À un moment, moi j'ai prévenu tous mes éditeurs, hein, je leur disais tiens il y a ça qui sort là, ça. Et puis au bout d'un moment on a vu que ça allait sortir en gros tout ça en même temps, en mars-avril. C'est des lectorats très différents, c'est au fond c'est la vie, hein, c'est comme ça quoi. Donc j'ai décidé de la suivre. Cette frénésie là, un petit peu, parce qu'on peut le voir un peu comme une frénésie, l'écriture ces dernières années, c'est plusieurs en même temps. Oui. Et moi ça fait écho avec une des premières phrases que tu as dites au départ, dans ta présentation, c'est cette crainte de passer à côté de sa vie. Hein, quand tu parles de Léonard, hein, ça m'a marqué là, ça résonne depuis tout à l'heure, depuis que tu as dit ça, parce que c'est quand même fondamentalement une question qu'on se pose tous. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire rater sa vie, quoi?
Oui, Est-ce que c'est pas un peu lié cette Oh, frénésie mais à si, 40 ans, mais si. 40 ans, tu écris 3 bouquins, tu changes de vie, tu quittes Paris et tu J'ai changes plein de... d'enfants. Hein. Ouais, il y avait plein d'enfants, plein d'enfants. Je veux dire, quand même, tout ça, c'est... Non mais tu sais que c'est vrai. C'est un Alors, gros ping-pong. non mais tu sais qu'il y a un truc, c'est que je disais que lui il sait vraiment tout, enfin celui qui écrit, mais moi je suis super naïf. C'est-à-dire que avant de quitter mon travail, enfin, quand j'ai annoncé à tous mes auteurs que j'allais quitter l'édition pour me consacrer à l'écriture, ils m'ont tous dit ah bon bah voilà ça y est on le savait et tout. Je savais. Pourquoi tout le monde le savait sauf moi en fait. Et ce que je veux dire par là c'est que ce que tu dis ouais ça paraît assez évident en réalité. Mais voilà, tu vois, genre Hoquette, je l'avais pas du tout vu, en fait. Alors qu'effectivement, il y a sûrement, sûrement une peur oui, de passer à côté de quelque chose. Ouais, ah, j'en suis complètement trompé. C'est vrai, On c'est en vrai. parlera demain. Ouais. Alors moi, je voudrais juste dire, par rapport à ce que vous avez dit, je l'ai trouvé plutôt sympathique, Léonard. Ah mais oui. Il fait des choses épouvantables. Enfin, la scène de l'enterrement de sa femme Oui, est absolument redoutable. par c'est la exemple. première, ouais, où il arrive Mais, sous. Ouais. Je trouve qu'il a le courage, il n'y peut rien. Au moment où il meurt, où tout ça revient, il a le courage de le regarder en face, d'insulter personne. Et finalement, je trouve que je suis rentrée très vite dans une espèce d'empathie avec lui. Terriblement Et humain. L'attitude, je dirais, très, très positive par rapport à ce regard sur... on dit que les gens qui meurent revoient passer toute leur vie. Je verrais bien ça. Mais ça fait... Enfin, il y a un côté très, très positif et, je dirais, plein d'espérance là-dedans. Et je trouve que c'est pas c'est un personnage méchant, odieux, insupportable, si on le jugeait avec des petites croix. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui apporte un esprit au livre. Moi, il m'a énormément tenu tout le livre. Hein. Ouais, bah en fait c'est... je pense que Léonard il a une vraie existence parce qu'il est, Oui. voilà, il est vraiment nourri de beaucoup de démons que j'ai en plus. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a... Enfin, en fait, Léonard c'est le fruit de mauvais choix aussi. Ouais, c'est ça le truc. C'est que la scène que j'ai lue là, il est très sympathique. C'est un jeune garçon, il est rêveur, il écrit des poèmes, il est comme il est quoi. Ouais. Il est un peu bougon et tout, mais après il a fait certains choix qui le conduisent à la solitude. Oui, c'est vrai. Mais en plus, forcément, plus tu vis seul, plus tes traverses s'accentuent, plus tu n'es que colère et haine. Et c'est vrai que moi, là où je dis que je suis très naïf, c'est que j'ai vraiment la conviction que dès que tu es récupéré par les autres, tu peux être sauvé en fait. Donc tu peux être sauvé. Je suis naïve Voilà. aussi, je crois. Ouais. Et donc tu peux aussi, effectivement, le meilleur de toi peut également ressortir. Et donc Voilà. lui, la seule façon de voir le meilleur, c'est dans le regard qu'il pose effectivement sur Et lui-même. ça, je trouve ça formidable. Ouais, c'est vrai. Cool. Moi j'ai une dernière. Vas-y. Tu disais Thibaut que tu écoutes tout le temps de la musique quand tu écris. Oui. Et c'est un truc fou parce que moi typiquement je ne peux pas réfléchir quand j'écoute de la musique. Donc je projette. Est-ce que toi tu peux réfléchir quand tu écris ou est-ce qu'en fait ça te met dans cet état où tu te laisses complètement aller par l'écriture donc tu n'as pas à réfléchir? En fait je suis dans une espèce de bouillon avec la musique. Par exemple quand j'écoutais cet opéra dans l'air de Bellini là, l'air en question, je sais de quoi il parle. Enfin, donc c'est la jeune fille vient de se marier et en fait le type c'est un salaud, il a trahi en fait. Donc elle chante son air qui est très beau, elle dit quand tu m'accompagneras à l'hôtel machin, et le chœur derrière dit le traditore, donc il dit traître machin. Et donc voilà, c'est l'espèce de combat entre elle, sa pauvre foi naïve qui va être réduite en bouillie, et les autres derrière qui savent. Alors je veux dire, il y a une finalité à cette réponse. Et donc, je le sais, mais donc quand j'écoute, je pense plus du tout à ça, donc j'écris, j'entends une espèce de bouillie sonore, puis de temps en temps je relève la tête, et là, ting, je l'entends, elle, et c'est très beau et très pur. Et d'un coup, ça me fait une sorte de choc, tu vois, ça me nourrit un petit peu, et hop, je peux réécrire. Voilà, c'est un peu ça en fait, j'ai un peu l'impression d'être plongé, ressortir la tête, voilà. On n'a pas encore la prof de sophrologie ou... Non, je voulais savoir sur le bouquin
c'est pas la première fois que j'entends que les personnages vivent leur vie, en partie. Oui. J'aimerais savoir ce qu'il en est à la fin, en fait. Une fois que le bouquin est écrit, est-ce qu'ils continuent à vivre leur vie ou est-ce que c'est des souvenirs pour lesquels on a du regret, du remords, du contentement ou autre? Enfin, qu'est-ce qui se passe à la fin? Pour moi, c'est complètement fini. Alors, autant pendant l'écriture, c'est très présent. Là, je viens de finir un livre qui sortira en 2025. Et je regarde mon épouse parce qu'elle peut témoigner du fait que je me réveillais la nuit en disant « Ah putain, il va mourir !» Donc c'est quand même fou, quoi. Un personnage que j'ai fait mourir, je n'avais pas du tout envie de le faire mourir en plus. Parce que c'est un de mes préférés. Et vraiment, je savais que j'avais pas le choix de le faire. Et je me suis laissé surprendre. En plus, ce bouquin-là, il est assez ample. Il y a 45 personnages. Enfin, c'est assez... Et à la fin, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que vraiment, je disais à Brune, il faut que je finisse ce livre parce que ça me pèse, en fait. Et puis, dès que ça a été fini, j'étais complètement... C'est comme quand tu mets tes mômes dans le TGV, là. Accompagnateur, là. Tic, allez, bonnes vacances. Et après, moi, c'est vrai que c'est complètement fini. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je le relis tout à l'heure, j'étais un peu ému parce que je rouvre ce coffre, quoi, le coffre à trésor, là, je redécouvre un peu. Il n'y a même plus de souvenirs comme ça inopinés. Là, oui, mais inopinés. Uniquement du visuel pur. Alors il se trouve que le visuel de Léonard, il est inspiré de mon père, tout simplement parce qu'il a l'âge de mon père. Donc c'était pratique pour les années 60. Voilà, je me suis inspiré de photos, de choses comme ça. Donc je vois un type qui ressemble un peu à mon père. Mais c'est tout, quoi. Merci pour cette petite question, c'était trop bien. Allez, au moins un coup. Merci Thibaut. Avec plaisir. Ça va? Vous avez passé un bon moment? C'est chouette. La mauvaise place.